Bonjour, chers étudiants, dépendamment euh, du moment que vous allez suivre avec moi le cours de gestion des coopératives. Nous sommes là encore une fois pour pouvoir présenter ce cours dans le cadre de votre formation en sciences administratives. Et dans la séance précédente, nous avons vu quelques points importants tels que les concepts de base de la coopérative. Nous avons vu c'est quoi l'association, c'est quoi une coopérative et les différentes définitions accordées à la gestion des coopératives, à la coopérative. Nous avons vu c'est quoi une fédération, c'est quoi une union, tout ça. Nous avons vu les associations ou organisations paysannes. Nous avons vu la définition de l'Alliance coopérative internationale. Nous avons vu les types de coopératives. Donc, disons, nous n'avons pas eu le temps de voir les types de coopératives. C'est aussi, aujourd'hui, nous allons parler des types de coopératives. Parmi les types de coopératives, il y a les coopératives d'épargne et de crédit. Il y a les coopératives de production, il y a les coopératives de consommation, il y a les coopératives artisanales et il y a les coopératives des pêcheurs, les coopératives des travailleurs et les coopératives de mise en marche. Les coopératives d'épargne de crédit, ce sont des coopératives qui ont deux chapeaux. Chapeau épargne. Épargne, ça veut dire que à travers la coopérative, on donne accès aux gens de mettre une somme provenant de leurs revenus à l'épargne au sein d'une coopérative. Ça veut dire que si vous travaillez, vous avez un revenu, le revenu peut être consommé. Une partie peut être consommée, la partie qui n'est pas consommée, cette partie peut être épargnée. Et donc, lorsque vous avez décidé de mettre la partie épargnée à travers une coopérative, donc ça, c'est le côté épargne de la coopérative. Maintenant, le côté de crédit, c'est lorsqu'on les coopératives accordent des crédits aux gens. Donc, ça, c'est le côté de crédit. Donc, on vous accorde des crédits moyennant une sorte de remboursement à un taux d'intérêt. OK? Il y a les coopératives de production. Ce sont des coopératives qui investissent dans la question de production. Ça veut dire que les coopératives sont là pour produire des biens Et les coopératives agricoles en fait partie parce que ces gens présentent des productions, donc des productions, et je pourrais dire agricoles. Ok, donc ce sont les coopératives de production. Il y a les coopératives de consommateurs, ce sont des gens qui se mettent ensemble à travers une entreprise, question de consommer. Donc, comme je viens de le dire dans l'histoire de la coopérative, il y a un moment où certains penseurs ont pensé que normalement, il ne faut pas avoir un pont ou du moins des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Donc, les coopératives et de consommateurs permettent à ces membres de consommer des biens sans pouvoir accéder à des intermédiaires. Parce que comme je l'avais dit tantôt, autant de fois qu'il y a des intermédiaires, c'est autant de fois que la production, du moins le prix du bien ou du service sera exorbitant. Okay? Donc, il faut essayer de limiter les intermédiaires afin que la production peut arriver directement aux gens qui vont consommer les produits. Il y a les coopératives artisanales, ce sont des coopératives qui sont là dans la question artisanale. Par exemple, les gens qui travaillent dans le confectionnement du chapeau, confectionnent des œuvres d'art. Ok, donc tout ça fait partie de artisanat. Donc, on les appelle les coopératives artisanales. Il y a les coopératives de pêcheurs, ce sont les gens qui se mettent ensemble, question de pratiquer la pêche et les produits pêchés donc peuvent être vendus à travers une institution qu'on les appelle coopératives de pêcheurs. Il y a des coopératives des travailleurs aussi. Les coopératives des travailleurs, c'est ce qu'on appelle autrefois dans notre pays les combites. Ça veut dire que les gens se mettent ensemble pour travailler leur terre de façon respective afin qu'ils peuvent consommer ces biens.
Donc, on peut réunir ensemble de personnes qui travaillent ensemble, question de fournir ou du moins de réaliser des travaux qui sont plus ou moins confectionnés et que une personne ne peut pas réaliser à lui seul. Donc, c'est ainsi qu'on demande des gens, des renforts de la conduite donc pour pouvoir réaliser ces activités. Il y a les coopératives de mise en marché, ce sont des coopératives, ce sont des gens qui, par exemple, et nous avons une institution, on l'appelle coopérative, donc chaque personne a des produits, donc l'ensemble de ces personnes soumettent leurs produits à travers la coopérative, à travers une instance générale pour pouvoir exposer ces produits. Donc c'est comme si et nous deux, nous trois, nous quatre, nous gagnons et marchandises nous, et puis nous créons une institution, une plateforme pour que tout le monde vienne porter produit à un seul côté. Côté, ça n'a pas les assez même qui coopérative là, pour nous capables d'exposer produits ensemble. Donc ça c'est coopérative de mise en marché. Donc je viens de dire les coopératives de paille de crédit, les coopératives de production, les coopératives de consommateurs, les coopératives artisanales, les coopératives des pêcheurs, les coopératives des travailleurs et également les coopératives de mise en marché. Ok, nous avons vu les grandes finalités de la coopérative. Nous avons vu autrefois, c'est ce qu'on appelle le paradigme. C'est quoi un paradigme coopératif et son fonctionnement? Nous avons vu toutes ces choses, caractéristiques du paradigme. Nous avons vu également, et puis nous avons vu les grandes finalités de la coopérative, etc. Donc, nous avons vu les différences entre coopérative et compagnie. Nous avons vu les axes qui peuvent utiliser comme point de différence ou bien point différentiel entre coopérative et compagnie ou encore entreprise. Nous avons vu les types de membres. Nous avons vu les types de membres tels que les sociétaires, les usagers, les bénéficiaires, etc. Donc, nous avons vu qu'une personne peut être sociétaire, usager et bénéficiaire en même temps. Sociétaire parce que cette personne peut et fait partie des gens qui prennent des décisions et usager parce que ces gens peuvent également être clients au sein de la coopérative et bénéficiaires, ces gens peuvent recevoir des ristournes, du moins avoir la redistribution qui se fait au sein de la coopérative de façon spontanée. Nous avons vu des devises et emblèmes de la coopérative et nous avons vu également les responsabilités de la coopérative. Lorsqu'on parle de responsabilité, on voit la responsabilité philanthropique qui est la première responsabilité des coopératives. Nous avons vu les responsabilités éthiques, les responsabilités légales ainsi que les responsabilités économiques. Donc c'est l'ensemble des responsabilités que nous avons vues au sein de la coopérative. Nous avons vu les valeurs constituantes de l'ADN de la coopérative, qui est l'indépendance, la solidarité, la mutualisation qui est le partage de fonds de commerce, partage de bonnes pratiques, la confiance. Nous avons vu la démocratie, l'actionnariat et l'implication. C'est l'ensemble des valeurs qui constituent l'ADN, du moins non coopérative. Donc, c'est élément ça qui constitue ça les non coopératives non coopératives, l'ADN de la coopérative. Donc, c'est l'indépendance, la solidarité, la mutualisation, la démocratie, l'actionnariat et l'implication. Nous avons vu une différence entre économie capitaliste et économie socialiste en fonction des responsabilités de chacun d'eux. Donc, pour l'économie capitaliste, pour les entreprises particulièrement, ce qui est beaucoup plus important, ce sont les responsabilités économiques. Après, c'est les responsabilités légales, les responsabilités éthiques et les responsabilités philanthropiques. Tandis que pour l'économie sociale et solidaire, c'est les responsabilités philanthropiques d'abord, éthiques après, ensuite il y a les responsabilités légales et les responsabilités économiques comme dernière responsabilité de la coopérative qu'on compare avec ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Nous avons vu la solidarité coopérative. Nous avons dit qu'il y a ce qu'on appelle relation entre les coopératives et il y a ce qu'on appelle le principe de non-concurrence. Okay? Il n'y a pas de concurrence entre les coopératives.
Nous avons vu la modélisation des pratiques d'intercoopération, nous avons défini l'intercoopération, nous avons vu les pratiques d'intercoopération, nous avons vu les pratiques de mise en marché coopérative, pratiques de soutien au développement coopératif, pratiques de partage des champs et de ressources, pratiques d'affaires, pratiques de concertation et pratiques de formation. Nous avons vu les pratiques d'intercoopération à travers peuvent être faites de différentes façons, du même secteur d'activité ou des secteurs d'activité différents, ou une fédération de coopératives et des coopératives. Ça, c'est les axes où l'intercoopération peut se réaliser. Et le territoire partagé par ces pratiques, donc on dit c'est peut être local. Donc si par exemple nous prenons l'exemple d'un canton, une petite communauté, ça peut être régional. Si par exemple nous prenons le département du nord d'Haïti, donc c'est régional, provincial. National, c'est quand il s'agit du territoire national. International, c'est lorsqu'il y a un partenariat entre des coopératives haïtiennes avec des coopératives étrangères. Nous avons vu les unions, nous avons parlé des unions, nous avons parlé de premier pas dans le montage d'une structure coopérative, on a vu la formation des coopératives, ok? Donc nous avons voir, c'est d'abord il faut étudier, savoir en soi les notions des coopératives. Nous avons vu maîtriser les principes, les règles, les pratiques, les coopératives, connaître la législation de la coopérative, apprendre les principes de la gestion de l'administration de la coopérative, participer et faire place au débat collectif. La coopérative devrait être mentalement développée pour devenir un nouvel homme. Nous avons vu le principe de motivation et d'organisation des formations pour les membres. Donc, c'est l'ensemble des choses qui existent dans la formation des coopératives qui est le premier pas dans le montage d'une structure coopérative. Aujourd'hui encore, nous allons voir les dimensions philosophiques de la coopérative. Dimension philosophique de la coopérative. Parmi les dimensions, il y a dimension spirituelle, dimension niveau psychologique, niveau socio-culturel, niveau économique, niveau politique, niveau éducatif. Les niveaux de la dimension philosophique, c'est le niveau spirituel, niveau psychologique, niveau sociologique, niveau économique, niveau politique et niveau éducatif. Niveau spirituel et moral, on dit qu'il faut éveiller l'essor, la foi et la volonté d'action au moyen de l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de l'éducation, on va stimuler l'homme à prendre conscience de sa personne. Ok? Donc avoir la foi, la volonté d'action. Donc on n'est pas là seulement sur le territoire pour vivre, mais il faut que vous ayez la volonté d'action, ok, éveiller l'essor et stimuler la foi au sein des gens. Et ça se fait à travers l'éducation. Donc, c'est le premier niveau, étape du niveau spirituel et moral de la dimension philosophique et des membres. Ça veut dire que la coopérative, l'idée coopérative va aider la personne à non seulement avoir la foi, mais à une sorte de volonté, de motivation, d'action, mais tout ça va réaliser en fonction du moins par le moyen de l'éducation. Il faut faire prendre conscience à l'homme de sa valeur, de sa destinée. Donc à travers la coopérative, on peut stimuler l'homme à être conscient de sa personne, de sa valeur et son point d'arrivée où la personne devrait y aller. Donc s'il n'y a pas vraiment une entité, une sorte de mouvement qui existe pour encourager l'homme à comprendre ce qu'il représente sur la terre, sa valeur, sa destinée, donc ça peut empêcher le fonctionnement de la communauté. Voilà, la coopérative dans son niveau spirituel donc, et moral, la coopérative doit stimuler l'homme à prendre conscience de sa personne et de sa valeur également. Il faut développer chez l'homme, chez lui, un dépassement de soi et la volonté de réaliser son potentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont la capacité de travailler, de faire, de prendre des initiatives, mais cependant, la personne se sent un peu coincée. Donc, la coopérative est là pour stimuler les gens
à faire un dépassement de soi et avoir la volonté, ok, l'envie, la motivation de réaliser ce qu'il y a comme potentiel. Ok? Et puis, on devrait faire comprendre que le dévouement et la collaboration est la base de la prise de conscience collective. Donc, à travers la dimension philosophique de la coopérative, surtout au niveau spirituel, il faut faire comprendre à l'homme qu'il devrait avoir le dévouement et la collaboration, le tête ensemble. Donc, nous mettons tête ensemble, nous fusionner capacité nous, ok? Donc, ça, c'est base de conscience collective. C'est base de conscience collective. Donc, il faut apprendre à l'homme ce genre de concept. Maintenant, on dit que le niveau de la dimension philosophique, le niveau spirituel et moral, c'est d'abord l'éveiller sur la foi et la volonté d'action humaine et de l'éducation, faire prendre conscience à l'homme de sa valeur et sa destinée, développer chez lui un dépassement de soi et la volonté de réaliser son potentiel, et ensuite faire comprendre que le dévouement et la collaboration est la base de la prise de conscience collective. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les niveaux de la dimension philosophique encore. Il y a un niveau psychologique. Le niveau psychologique explique. Donc, il faut susciter, du moins, il faut encourager de fortes motivations chez les adhérents. Lorsqu'on parle d'adhérents, c'est ceux qui font partie de la coopérative. Donc, au niveau psychologique, il faut les stimuler et de stimuler une forte sensation de motivation chez les personnes. Pourquoi? C'est parce qu'on attend, à travers la coopérative, on attend de cette personne et l'implication. L'implication, ça veut dire que la personne doit se sentir impliquée dans les fonctionnements de la coopérative, ou du moins dans les décisions même à prendre pour les coopératives. Et puis, il faut chercher à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Donc, vous savez déjà les besoins fondamentaux décrits par Abraham Maslow, besoins de physiologique, besoin de sécurité, besoin d'auto-réalisation, besoin d'appartenance, tout ça. Donc, c'est un ensemble de besoins fondamentaux. Il faut chercher à satisfaire ces besoins pour l'homme. Donc, c'est l'aspect, le niveau psychologique de la dimension philosophique de la coopérative. Et il y a également le niveau socio-culturel. D'abord, il faut faciliter le développement du milieu. Une coopérative ne peut pas être dans une communauté sans avoir un impact direct sur la transformation de la communauté. Donc, il faut que la coopérative implique dans les démarches sociales pour encourager la communauté, pour aider la communauté dans son développement. Il faut répondre également aux aspirations collectives des membres. Donc, il faut répondre ensemble des besoins, des attentes des membres de la coopérative. Okay? Donc, ça, c'est un ensemble de réalités qui existent à travers les coopératives. Au niveau économique, il faut développer le potentiel économique des masses. Lorsqu'on parle de potentiel, les gens, à travers une communauté, peuvent avoir des potentiels pour faire bouger l'économie. Mais cependant, la personne n'a pas les opportunités. Donc, il faut donner aux gens l'opportunité, le privilège de développer son potentiel économique. OK? Et ceci, c'est pas pour seulement les gens qui sont mieux et représentatifs de façon financière, mais également ceux qui se trouvent dans la masse, dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté également. Donc, il faut donner à ces gens le privilège et à travers une coopérative d'épargne de crédit, donc accès aux prêts, ça peut aider la personne à développer son potentiel économique. C'est un privilège et c'est une sorte de
opportunité qu'on donne à la personne de développer son potentiel économique. Et il y a le niveau politique. D'abord, il faut protéger la liberté politique des gens, ok? Et puis faire participer la masse dans les décisions. Très important. Donc, lorsqu'on est dans une coopérative, on n'est pas seulement là comme membre pour assister et les démarches pour être informé, mais on est là également dans les prises de décision, quelle soit la personne, sa capacité intellectuelle, sa capacité financière, donc la personne a le droit d'impliquer les, et, dans les décisions de la coopérative. Si par exemple, on va élire un comité de surveillance, excusez-moi, conseil d'administration, donc tout le monde devrait y participer dans la prise de décision de dire voilà quelle est la personne que j'aimerais faire partie de cette conseil, de ce conseil. Donc ça veut dire que tout le monde, ceux qui se trouvent dans la masse doivent être auteurs également des décisions. Niveau éducatif, elle doit participer dans l'amélioration éducative des membres. La coopérative doit obligatoirement participer dans l'éducation des membres. Donc, il est vrai qu'il y a des gens à travers la coopérative qui ont des connaissances intellectuelles extraordinaires, mais il y a également des gens qui ne sont pas vraiment calés. Donc, il faut que ces gens qui ont des capacités en termes de connaissances intellectuelles, donc ces gens peuvent partager ces connaissances aux autres à travers des formations. Ok? Donc, ce sont les niveaux de la dimension philosophique. Nous avons parlé de niveau spirituel et moral, ok, qui est non seulement éveiller l'essor, la foi et la volonté d'action au moyen de l'éducation, mais également il faut faire prendre conscience à l'homme de sa valeur et sa destinée, développer chez lui un dépassement de soi et la volonté de réaliser son potentiel, faire comprendre que le dévouement et la collaboration est la base de la prise de conscience collective. Pour les niveaux, d'autres niveaux, par exemple le niveau psychologique, il faut susciter de fortes motivations chez les adhérents. Je viens de l'expliquer, chercher à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Niveau socioculturel, c'est faciliter le développement du milieu, répondre aux aspirations collectives des membres. Niveau économique, c'est développer le potentiel économique des masses. Niveau politique, protéger la liberté politique des gens, faire participer la masse dans les décisions. Et niveau éducatif, la coopérative doit participer dans l'amélioration éducative de ses membres. Maintenant, nous allons parler de structure organique d'une coopérative. Structure organique d'une coopérative. Ok? Structure organique d'une coopérative. La structure d'une coopérative d'épargne de crédit, je viens d'expliquer ça. J'avais expliqué ça une fois. Ok, les principes coopératifs, nous avons vu ça également. Pourquoi faut-il coopérer? Les statuts. Ok. Nous allons directement dans l'organisation financière d'une coopérative. L'organisation financière d'une coopérative, c'est un chapitre très important. Donc, il faut, quand bien même, j'aimerais que après la dispensation du cours, donc, vous devez poser des questions et de faire des suggestions. Donc, pour me contacter, pour poser des questions, parce que c'est un chapitre extrêmement important. Nous allons vu les angles de transmission des résultats de la coopérative. La coopérative a besoin juste une mesure de rentabilité d'usage. Ça veut dire quoi? La coopérative n'est pas là pour avoir un taux de rentabilité extraordinaire. Par exemple, dans une entreprise, lorsqu'on parle de rentabilité, on voit le ratio du bénéfice par rapport aux ventes. Ça veut dire que vous allez avoir un schéma. Rentabilité égale, c'est bénéfice multiplié par 100 divisé par vente. Et à partir de là, on va voir la rentabilité. Maintenant, pour les entreprises et les compagnies, c'est autant de fois que cette rentabilité,
peut être élevé. Donc, c'est autant des fois que l'entreprise se sent beaucoup plus confortable. Mais cependant, pour les coopératives, il n'est pas nécessaire d'avoir un taux de rentabilité extraordinaire. Ok, il faut tout simplement une rentabilité de base, l'usage permettant à la coopérative d'avancer, de progresser de façon et, et, et linéaire. Ok, pour la coopérative, il faut agréger les résultats de l'entreprise et de l'ensemble des membres à cause de la nature de ces organisations. Les valeurs utilisées en comptabilité ne sont pas obligées d'être établies au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, à travers les entreprises, que ce soit lorsqu'on parle de bénéfices, on parle de rentabilité, on parle de actifs. Donc, en comptabilité, il est vrai que tous ces données existent, mais ces genres de chiffres ne sont pas obligés d'être extraordinaires parce qu'il ne s'agit pas d'une entreprise qui va faire c'est ce qu'on appelle maximiser les profits. C'est pas sa mission. Donc, il n'est pas obligé d'avoir des chiffres extraordinaires. Contrairement aux entreprises, ok? Donc, ce sont des angles de transmission des résultats de la coopérative. Ok, il est vrai que les résultats, par exemple, le bénéfice n'est pas obligé de façon extraordinaire, de même que la rentabilité, etc. Ok. Le capital social. C'est quoi le capital social? On dit que le membre doit se souscrire du capital pour se qualifier comme propriétaire de l'entreprise et avoir droit de participation. Lorsqu'on dit que le membre doit être souscrit du capital, ça veut dire que un membre devrait avoir quand même un pas social minimum. Donc, ce pas social lui donne un droit, une sorte d'accès dans le capital social de la coopérative de façon générale. Ok? On dit que le détenteur en question pas de part à la valeur totale de cette entreprise, n'acquiert pas de part sociale à la valeur totale de cette entreprise. Ok, le détenteur en question n'acquiert pas de part à la valeur totale de cette entreprise. Donc, il n'y a pas de question que si j'ai fait part sociale, donc je suis beaucoup plus propriétaire que les autres. Ok, le détenteur de plusieurs parts sociales, ne donne pas plus de pouvoir. Non. Donc, si j'ai 10 parts sociales, une personne a un seul part social, donc je ne suis pas supérieur en termes de propriétaire que cette personne parce que en coopérative, il n'y a pas de question de beaucoup plus de parts sociales, vous donne beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'influence. Il n'y a pas ça dans les coopératives. C'est différent des entreprises. Le pas social confère le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux réunions. Dès que la personne a une part sociale, donc cette personne a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux réunions. La part sociale permet à son détenteur de percevoir les dividendes. Ok, pardon, c'est pas dividende, c'est pas dividende, c'est plutôt ristourne. Je vais corriger ça maintenant. Ristourne. Ok, ristourne. Ok, la part sociale permet à son détenteur de percevoir les ristournes. Donc les ristournes, ce sont les parties qu'on redistribue aux gens à travers une coopérative. Donc la part sociale permet à son détenteur, à la personne qui détient cette part sociale de percevoir, du moins d'avoir les ristournes. Il permet à son détenteur de voter à l'Assemblée générale. Donc si j'ai une part sociale, normalement, j'ai le droit de participer et de voter dans les assemblées générales. Ok? Donc, c'est le capital social que nous venons de présenter.
on dit le membre doit se souscrire du capital. Le détenteur en question n'acquiert pas de part à la valeur totale de cette entreprise. Le détenteur de plusieurs parts sociales ne donne pas plus de pouvoir. La part sociale confère le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux réunions. La part sociale permet à son détenteur de percevoir les ristournes. Il permet également à son détenteur de voter à l'assemblée générale. Donc, ce sont les possédés, ou du moins les traits les angles de compréhension du capital social de la coopérative. Je viens de dire, comme je viens de dire dans la séance précédente, le capital social constitue l'ensemble des parts sociales qui existent dans la coopérative. C'est même genre, à travers une entreprise, je pourrais dire que capital action, le capital action, pardon, c'est l'ensemble des actions qui existent dans la coopérative, dans l'entreprise. Eh bien, pour la coopérative, le capital social, c'est l'ensemble des parts sociales qui existent dans la coopérative. Disons, analyse des différences juridiques sur la transférabilité de la part sociale ou de l'action. Nous allons voir comment, juridiquement parlant, comment on peut faire une différence juridique sur la transférabilité, comment on peut transférer une part sociale ou du moins une action dans une entreprise ou encore dans une coopérative. L'action et la part sociale sont transférables selon les dispositions des normes de l'entreprise. L'action et la part sociale sont transférables selon les dispositions des normes de l'entreprise. Ça veut dire que en fonction de la coopérative, en fonction de l'entreprise, donc il y a une façon bien déterminée que la part sociale ou du moins l'action peut être transférée. Nous allons voir, la part sociale n'est généralement transférable. N'est pas généralement transférable. Elle symbolise un titre en faveur d'une personne déterminée. Ok? On dit que la part sociale n'est pas généralement transférable. Elle symbolise un titre en faveur d'une personne déterminée. Donc la part sociale, différemment des entreprises, une action peut être au profit d'une personne en réalité, mais ce n'est pas vraiment une personne déterminée. Donc on accorde l'action à une entité ou du moins un inconnu. Ok? Dans le cas où l'action reste de façon vacante, donc l'action peut être à la portée de n'importe quelle personne, tandis que pour la part sociale dans les coopératives, donc la coopérative, le part social est un titre en faveur d'une personne déterminée. Donc, une part sociale a une personne bien déterminée qui la détient. La coopérative préfère rembourser le part social au lieu de le transférer. Ça veut dire que dans le cas d'une coopérative, une personne qui possède une part sociale dans une coopérative peut dire, bon, désormais, je ne veux plus faire partie de la coopérative. Au lieu que la coopérative choisit de transférer cette part sociale, donc la coopérative préfère remettre à la personne détenteur de la part sociale le montant est fixé comme part sociale. Par exemple, si on a une part sociale de 250 000, au lieu que la coopérative a choisi passer en l'autre part sociale, il préférait remettre maintenant 250 000. Donc, il sortit ensemble avec 250 000. Là, ça veut dire que maintenant, capital a réduit de une part sociale. Capital social a réduit de une part sociale au lieu que au transférer. Par exemple, dans les actions, actionnaire qui a choisi, entreprise qui a choisi, si par exemple, on dit que bon, on a quitté l'entreprise, donc l'entreprise a choisi vendre l'autre monde quantité d'actions que le monde a été gagné, que l'a quitté, qui est différent de coopérative. La coopérative a préféré remettre dans l'argent ou du tant que les passants l'autre monde est obligé, il préférait remettre l'argent. Ok? Donc, vous voyez, donc l'on dit l'action de la part sociale sont transférables selon les disponibilités des normes de l'entreprise. La part sociale n'est généralement transférable
elle symbolise un titre en faveur d'une personne déterminée. La coopérative préfère rembourser la part sociale au lieu de la transférer. Okay? Donc, c'est ensemble d'analyses qu'on peut faire de façon juridique sur la transférabilité, du moins le transfert de la part sociale ou d'une action. La désignation du détenteur. Elle est mise à une personne désignée. La part sociale est mise à une personne désignée, bien déterminée. Une personne est bien déterminée, on dit voilà, telle personne a une part sociale dans la coopérative. Elle ne pourra jamais donc être au porteur, c'est-à-dire à un inconnu, différemment de l'entreprise que une action peut être en circulation. Donc n'importe quelle personne peut se procurer de cette action. Mais pour la part sociale ne peut pas être vacant, ne peut pas être en circulation parce que il doit avoir une personne bien déterminée, bien identifiée qui détient cette part sociale. Ok? Par exemple, une entreprise peut vendre une quantité d'actions, mais la coopérative ne peut pas dire j'ai une quantité de parts sociales en circulation. Non. Ok? Le simple fait d'être porteur d'une part sociale n'apporte les qualités requises pour devenir membre d'une coopérative. Donc, dépendamment de la structure de la coopérative, une personne peut avoir une part sociale, mais la personne n'est pas vraiment un membre actif. C'est pour ce que j'ai bien de dire, il y a une certaine qualité que les membres doivent avoir. Donc, il y a ce qu'on appelle l'actionnariat, l'implication du membre. Donc, tout ça lui donne le chapeau de membre. Cependant, selon la coopérative, une personne peut être détenteur d'une part sociale, mais la personne n'a pas vraiment les qualités requises pour devenir membre. La personne est inactive, la personne est complètement inexistante dans les réunions, dans les assemblées. Il n'y a pas vraiment d'implication dans tout ça. Donc, ça veut dire que la personne peut avoir une part sociale, mais la personne n'est pas vraiment une personne, un membre en part entière de la coopérative. Le rachat et le remboursement de l'action ou encore le part social. Le part social est remboursable sur la demande du membre. La part sociale est remboursable sur la demande du membre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un membre peut dire bon, désormais je ne veux plus faire partie de la coopérative, remettez-moi ma part sociale. Donc, montant qui est estimé pour part sociale là, par exemple, si part sociale là estimé à 250 gouttes, donc, mais comme on a choisi pour 250 gouttes, ça, c'est maintenant dit que désormais, on va faire partie de la coopérative ça encore. Ok? La personne est sortie de la coopérative de façon définitive. Il ne peut pas être racheté sur la décision de la coopérative. Personne coopérative, n'importe quelle coopérative, n'a pas le droit de vendre, de vendre ou racheter une part sociale dans une coopérative, une part sociale. Donc, les membres, la coopérative ne peut pas ni racheter ni transférer la part sociale des membres. Ça ne se fait pas. Pourtant, l'action n'est pas remboursable sur la demande de l'actionnaire. Une personne peut avoir des actions au sein d'une entreprise, mais la personne ne peut pas dire bon, désormais, je ne vais plus faire partie de cette entreprise, remettez-moi mes actions. Non, ça ne se fait pas. Donc, il revient à l'entreprise de vendre les actions de la personne et de remplir les formalités du réglementaire afin que l'entreprise peut vous donner et ce que vous attendez, ou du moins peut vous donner les parts sociales, ou du moins peut vous donner et l'action que vous attendez, le montant qui est estimé à la quantité d'actions que vous êtes détenteur. L'action peut être rachetée par la compagnie, donc c'est simple. Dans une entreprise, une personne ne veut plus faire partie de l'entreprise, c'est un actionnaire,
Donc, l'entreprise peut automatiquement racheter l'action. Dans une coopérative, en cas de décès ou démission du membre, il y a droit au remboursement de ses parts sociales. Si la personne est morte, la personne est démissionnée, donc la personne veut quitter de façon définitive la coopérative, la personne a le droit de trouver, de récupérer le montant qui est estimé à sa part sociale. Ok, la personne doit avoir sa part sociale. Tandis que dans une entreprise, c'est différent. On ne peut pas demander l'action. On ne peut pas demander, obliger l'entreprise à vous donner le montant qui est estimé à votre action. Ok, c'est la différence qu'il y a entre le rachat et le remboursement de l'action ou encore la part sociale. Dépendamment si c'est l'entreprise ou si c'est la coopérative. Nous disons dans la coopérative, la part sociale est remboursable sur la demande du membre. Elle ne peut être rachetée sur la décision de la coopérative. L'action n'est pas remboursable sur la demande de l'actionnaire. Dans les entreprises, l'action peut être rachetée par la compagnie. Donc, la compagnie peut racheter l'action d'une personne. Dans une coopérative, en cas de décès ou de démission du membre, il a droit au remboursement de ses parts sociales. Donc, c'est ensemble de points que nous avons vus concernant le rachat et le remboursement de l'action sociale. Trop perçu. C'est quoi un trop perçu? On dit que c'est somme perçue en trop ou sans cause. Bénéfice réalisé par une entreprise coopérative. Donc, si par exemple, je fais la différence entre les ventes, du moins, et le chiffre d'affaires, moins l'ensemble des charges, chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges, donc j'ai pu constater que le chiffre d'affaires est supérieur aux charges, je vais avoir un bénéfice. Donc, cet bénéfice, en coopérative, on n'appelle pas bénéfice, on appelle trop perçu. Ok? Trop perçu, c'est une somme perçue en trop. C'est une somme, c'est un surplus qu'il y a dans les activités, ou du moins dans l'exploitation de la coopérative. Ok? Donc, on appelle trop perçu au lieu de bénéfice. Ristourne et crédit. C'est quoi la ristourne? Ristourne, c'est redistribution de trop perçu via les intérêts et commissions. C'est quoi ça? Lorsqu'on parle de trop perçu, je viens de le dire, c'est une somme perçue de trop, c'est un surplus. Mais d'où vient ce surplus? C'est dans les intérêts. Par exemple, dans une entreprise et dans une coopérative d'épargne et de crédit, on donne des prêts. Donc, les prêts sont faits à base d'intérêts. Les intérêts constituent l'ensemble des trop perçus nécessaires. Par exemple, lorsqu'on parle le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des prêts avec commission et intérêts qu'on accorde aux gens. Donc, si le chiffre d'affaires est supérieur aux charges, donc on va avoir un bénéfice. Donc, le bénéfice est obtenu. Donc, on va prendre une partie de ce bénéfice pour faire une redistribution. C'est de même que pour les sociétés par action, on va donner aux actionnaires et des dividendes. Donc, dans les coopératives, on ne parle pas de dividendes, on parle de ristourne. Ok? Donc, ristourne, c'est une partie dans le bénéfice coopératif là que vous décidez de distribuer. Puis, dans le bénéfice, il y a deux parties. Il y a une partie redistribuée, il y a une partie qu'on réinvestit. C'est ça fait dans l'entreprise, il parlait de bénéfices non répartis. Ok, bénéfice non réparti, c'est un bénéfice que l'entreprise a choisi pour réinvestir. Et puis, dans le bénéfice réparti, on a les bénéfices répartis. Bénéfice réparti, c'est le même qui, ça a les dividendes. Eh bien, c'est dans le même que la coopérative là tout, il y a un bénéfice, mais on parle de bénéfice au relais de
trop perçu a un euro réparti et qui on a pas réparti. Ça va répartir à investir dans réinvestir dans coopérative là. Ça peut partager à risque. Et puis, il y a ce qu'on appelle les crédits. Ces fonds met à la disposition des membres. Crédit par décaissement. Donc, un fonds qui est disponible pour les membres, pour les gens, pour les usagers. Donc, ce fonds constitue ce qu'on appelle les crédits, mais ce sont les crédits par décaissement. Donc, il fait un décaissement de bon l'argent, même en cash, on dit mais l'argent que nous prêtons. Ok, ça veut dire crédit par décaissement. Et puis, il y a ça veut dire engagement en cas de défaillance de distribution. C'est le monde qui peut venir prêter l'argent. Donc, on a pour un engagement d'intérêt, engagement de remboursement. Donc, ça, c'est crédit par signature. Donc, il fait mon signer un document qui dit que m'a remboursé à un taux d'intérêt de X%. Ok, le fonds met à la disposition des membres, on les appelle prêt que voilà. Donc, il est crédit par décaissement et l'engagement en cas de défaillance. Donc, document que vous signez qui dit que vous acceptez pour un crédit ça, ou acceptez pour un prêt ça, moyennant donc telle modalité de remboursement, vous dit ça crédit par signature. Ok? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le crédit bail. Le crédit bail à s'allier, c'est une entreprise, par exemple, qui achetait un bien et puis une institution financière même, qui achetait un bien, achetait un actif et lui-même lui prêter une entreprise. Par exemple, on a une institution financière comme BNC qui choisit acheter une motocyclette et puis motocyclette ça yo même yo fait une sorte de location à caisse populaire. Donc bien pour et institution financière ça yo les BNCA, donc il passe, il prêter, il fait location à coopérative. Nous allons regarder les caractéristiques d'un crédit bail. On dit que ce n'est pas une vente à tempérament. On dit que ce n'est pas une simple location. Par exemple, au compte dans la question de football, ça peut arriver que une équipe décide de prêter à une autre équipe un joueur. Mais ça peut faire sur option d'achat. Ça veut dire que il est vrai que je vous accorde un prêt, je vous prête mon joueur, mais le joueur que vous avez, si vous êtes satisfait de sa performance, vous avez également une option d'achat. Donc, vous pouvez acheter joueur. Donc, de tout fixer prix joueur, vous prix tout. Et puis, même, vous pouvez choisir acheter joueur. Donc, c'est ça, faire dire, ce n'est pas une simple location. Dans le crédit bail, vous avez la capacité, vous pouvez avoir la capacité de acheter le matériel. Ok, ce n'est pas une location-vente. Ça veut dire que, en fonction, et même que on peut vous accorder et la location avec option d'achat, mais également on peut vous donner la location sans option d'achat. Donc, s'il y a option d'achat, donc c'est pas une simple location parce que vous pouvez acheter, approvisionner directement de cette location. Mais ce n'est pas une location-vente également, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de vous vendre le matériel automatiquement après la location. Ok? Donc c'est le crédit bail qui a 3 caractéristiques. Crédit bail, on dit que c'est une sorte de location qu'une institution financière qui a acquisitionné un matériel, donc cette institution financière accorde à la coopérative la location de ce matériel. Ok? Donc, les caractéristiques d'un crédit bail, on dit que ce n'est pas une vente à tempérament, on dit que ce n'est pas une simple location également, et ce n'est pas une location-vente. Plus-value,
Ces gains résultant de la différence entre le prix de vente ou de gestion d'un titre et son prix d'achat. Plus-value, c'est lorsque l'on fait la différence entre le prix de vente ou de gestion, ok, moins son prix d'achat. Prix d'achat, c'est ce qu'on peut l'acheter. Prix que vous achetez un matériel ou son produit, ok. Prix de vente, là, c'est prix que vous vendez. Ou prix de gestion, c'est prix que vous faites gestion. Par exemple, quand on parle de gestion, vous achetez un produit, vous faites tout en sorte de... vous faites ça avec les stockages, vous faites ça avec les transports, tout ça rentre dans le prix de gestion. Ok, vous faites ça avec les aménagements. Ok, ça fait partie du prix de gestion. Prix de vente, c'est lorsque vous vendez un produit. Donc, l'on fait différence entre prix de vente avec prix d'achat dans la coopérative, on dit ça plus-value. Ok, c'est l'ensemble des termes qui existent à travers les coopératives. Nous parlons de ristourne. Ristourne qui c'est la redistribution de trop perçus via les intérêts et commissions. On parle de crédit qui a deux aspects. Il y a le fonds mis à la disposition des membres qui est le crédit par encaissement. Il y a l'engagement en cas de défaillance de celui-ci qui est crédit par signature. Et il y a le crédit bail qui est l'action d'une institution financière qui achète un matériel et loue ce matériel à une coopérative, par exemple. Ok? Donc, on dit que à titre de caractéristique, on dit que ce n'est pas une vente à tempérament. Ok? C'est pas une simple location. Ça veut dire que cette location peut être transformée en vente. Ce n'est pas une location-vente. Cette location peut ne pas être transformée en vente. Le plus-value, on dit c'est le gain qui a une différence entre le gain, du moins c'est le surplus qu'on a lorsqu'on fait la différence entre les ventes, ou du moins le prix de gestion du produit par rapport à son prix d'achat. Objectif de la gestion financière. L'objectif de la gestion financière dans une coopérative. D'abord, il y a cette maximisation à long terme du surplus monétaire. Donc, et dans une entreprise, on parle de maximisation de profit. Ok? Mais dans les coopératives, on ne parle pas de profit, on parle de trop perçu, on parle de surplus. Donc, surplus là, donc c'est la maximisation à long terme du surplus, du trop perçu monétaire. Donc, tout autant il y a des surplus, trop perçus, c'est autant de fois que cette coopérative peut faire des réinvestissements, donc qui va favoriser le développement de la coopérative. Ok? Il y a la relation de surplus monétaire maximal par rapport à l'environnement est une contrainte, mais non vraiment un objectif. On dit la relation des surplus monétaires maximal par rapport à l'environnement est une contrainte, mais non vraiment un objectif. Donc, ce n'est pas vraiment un objectif pour la coopérative de maximiser des surplus. Ok, parce que c'est pas la mission de la coopérative ne consistait pas vraiment de maximiser des profits. Ok, mais c'est parce que dans la coopérative, on doit payer les employés, on doit payer et des personnes qui travaillent à la coopérative et on doit faire des redistributions de fonds. Donc, c'est pourquoi la coopérative demande une sorte de maximisation de surplus. Donc, tout autant il y a des surplus, c'est tout autant qu'on peut payer les employés de façon plus raisonnable et c'est autant de fois qu'on peut faire des redistributions à grande échelle. Donc, c'est pourquoi il est important de maximiser les surplus à travers les coopératives. L'objectif est d'offrir dans le respect de cette contrainte le meilleur service aux adhérents. Donc c'est la même chose que je viens de dire, c'est que offrir le meilleur service aux adhérents, c'est de permettre tant d'améliorer leurs conditions de vie socio-économiques. Donc pour ce faire, il est impératif qu'on a des surplus. Donc, on fait la maximisation des surplus, des trop perçus, afin de pouvoir faire une redistribution beaucoup plus équitable pour les membres
C'est pourquoi il est impératif de minimiser les coûts et augmenter les revenus afin d'avoir des trous perçus plus représentatifs que possible pour améliorer les conditions socio-économiques des membres. Il y a la gestion du fonds de roulement. La gestion du fonds de roulement, c'est quoi le fonds de roulement? Le fonds de roulement représente l'ensemble des actifs à court terme qui circulent à l'intérieur de l'entreprise. Actifs à court terme. Quels sont les actifs à court terme? Actifs à court terme, c'est l'encaisse. L'encaisse, il y a les stocks, il y a les comptes créés et payés d'avance, ce sont des actifs à court terme. Ok, stock, encaisse, ok, les comptes payés d'avance, ce sont des actifs à court terme. Le compte client, par exemple, c'est un actif à court terme également. C'est un actif à court terme également. Ok, donc le fonds de roulement constitue l'ensemble des actifs à court terme. Donc, on va soustraire ces actifs à court terme par les passifs à court terme, qui sont les comptes à payer, ok, pour avoir le fonds de roulement. Donc, le résultat, c'est le fonds de roulement. On dit que le fonds de roulement, non, mais fini. Là, vous faites, le fonds de roulement est égal à l'encaisse plus compte à recevoir plus stock moins le compte à payer. Ça veut dire que le fonds de roulement, c'est la soustraction donc de l'encaisse plus les comptes à recevoir, ok, plus les comptes à payer d'avance moins les comptes à payer. Donc c'est les actifs à court terme à soustraire des passifs à court terme. Donc c'est le fonds de roulement. C'est comme vous pouvez regarder, FDR qui c'est fonds de roulement égale encaisse plus compte à recevoir plus stock plus compte à payer. Le fonds de roulement consiste à accélérer au maximum la transformation d'encaisse en minimisant les postes de créances à court terme. Créances, ce sont des comptes à payer. Donc, si vous avez des créances, ça veut dire que vous êtes une personne qui est en mode et vous avez des dettes. Donc, le titre de créance, c'est un titre qui définit, qui signifie que vous avez une dette envers une personne. Donc, la personne qui est émetteur du titre de créance, du moins détenteur du titre de créance, cette personne, vous devez à cette personne une somme. Donc, ça veut dire que les gens qui ont un titre de créance en main, ça va mon droit pour venir réclamer une dette que vous avez pour lui. Ok, ça va mon droit pour venir pour dire bon voilà, on a une dette en main, on peut temps comme parce que on a un titre de créance. Ok, donc ça c'est le fonds de roulement. Ok, avant même de continuer dans l'organisation financière d'une coopérative, on va essayer de faire une sorte de récapitulation, une sorte de récapitulation, organisation financière d'une coopérative. Nous avons parlé des angles de transmission des résultats de la coopérative. La coopérative a besoin juste d'une mesure de rentabilité d'usage, nous avons vu ça. Pour la coopérative, il faut agréger les résultats de l'entreprise et de l'ensemble des membres à cause de la nature de ces organisations. Les valeurs utilisées en comptabilité ne sont pas obligées d'être établies au marché. Ok? On dit également le capital social, nous avons vu ça. On dit le membre doit se souscrire du capital pour se qualifier comme propriétaire de l'entreprise et avoir droit de participation. Le détenteur en question d'une part sociale n'acquiert pas de part à la valeur totale de cette entreprise.
Le détenteur de plusieurs parts sociales ne donne pas plus de pouvoir. La part sociale confère le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux réunions. La part sociale permet à son détenteur de percevoir les ristournes. Il permet à son détenteur de voter à l'assemblée générale. Nous avons vu quelques analyses différentielles, juridiquement parlant, sur la transférabilité de la part sociale. Comment peut-on transférer une part sociale? Est-ce qu'il est possible de transférer une part sociale ou une action? On dit l'action et la part sociale sont transférables selon les dispositions des normes de l'entreprise ou de la coopérative. La part sociale n'est généralement transférable. Elle symbolise un type en faveur d'une personne bien déterminée. Donc, pas de question qu'il y a des parts sociales en circulation. Une part sociale est destinée à une personne bien déterminée, bien identifiée. La coopérative préfère rembourser la part sociale au lieu de la transférer. Donc, dans la coopérative, il est préférable de rembourser la part sociale au lieu de la transférer. Nous avons vu également la désignation du détenteur. On dit elle a été mise à une personne désignée. Elle ne pourra donc jamais être au porteur, c'est-à-dire à un inconnu. Le simple fait d'être au porteur d'une part sociale n'apporte pas les qualités requises pour devenir membre, d'une coopérative. Dit le rachat et le remboursement. La part sociale est remboursable sur la demande du membre. Et elle ne peut être rachetée sur la décision de la coopérative. L'action n'est pas remboursable sur la demande de l'actionnaire. Elle peut être rachetée par la compagnie. Dans une coopérative, en cas de décès ou de démission du membre, il a droit au remboursement de ses parts sociales. Nous avons vu également trop perçu. On dit que c'est une somme perçue en trop ou sans cause. C'est une sorte de bénéfice réalisé, un surplus réalisé par une entreprise coopérative. Ça, c'est trop perçu. Nous avons vu les ristournes. Ristournes, c'est une sorte de redistribution. Donc, une partie du bénéfice ou du trop perçu de la coopérative est partagée à l'ensemble des membres de la coopérative. Ça, c'est le ristourne. On parle de crédit. Crédit, il y a deux aspects. Le fonds, il y a un fonds. Le fonds met à la disposition des membres. Ça s'appelle crédit par décaissement et engagement en cas de défaillance. Donc, ce que vous avez signé, faisant croire que vous acceptez les modalités de remboursement, les modalités d'emprunt. Donc, ça, c'est une sorte de crédit, mais on dit c'est un crédit par signature. On parle de crédit bail qui est une sorte de location. Une institution financière possède un matériel, donc l'institution décide de vous louer ce matériel moyennant des modalités. Donc, ça peut arriver que il y a une sorte de option d'achat. Ça peut arriver. Là, on peut dire que ce n'est pas une simple location. Mais s'il n'y a pas d'option d'achat, on peut dire que ce n'est pas une location vendue. Ok? On parle de plus-value. Plus-value, c'est la différence qui existe entre le prix de vente ou prix de gestion d'un produit ou d'un bien différé par son prix d'achat. Ça, c'est ce qu'on appelle plus-value. Objectif de la gestion financière, je dis que c'est d'abord la maximisation à long terme du surplus monétaire, bien que ça n'est pas vraiment la mission globale de la coopérative, mais autant de fois qu'il y a une sorte de maximisation de surplus, c'est autant de fois qu'on peut faire une redistribution aux membres de façon plus équitable et plus intéressante. L'objectif est d'offrir dans le respect de contraindre le meilleur service aux adhérents. Donc, ça constitue le service aux adhérents, aux membres, aux gens qui participent dans cette coopérative. Nous avons parlé également de la gestion du fonds de roulement. On dit fonds de roulement, c'est encaisse à court terme, moins passif à court terme. Donc, ça, c'est le fonds de roulement. Ce fonds de roulement consiste à accélérer au maximum la transformation de caisse en misant les postes de créance à court terme. Donc, autant de fois qu'on diminue les dettes à court terme, c'est autant de fois qu'on fait des encaissements. Ok,
l'encaisse augmente, donc ça vous donne la possibilité d'avoir un fonds de roulement beaucoup plus intéressant. Ok, maintenant nous allons continuer et nous allons dans ce qu'on appelle la gestion de l'encaisse. C'est un point très important, voilà pourquoi j'étais obligé de faire un rappel avant même de procéder à cette partie. La gestion de l'encaisse, c'est quoi l'encaisse? L'encaisse, c'est un compte et c'est un compte d'actifs et on appelle également c'est un compte cyclique. Ça veut dire c'est un compte qui est facilement et converti, qui peut être facilement converti en liquidité. Ok? Ok. La gestion, l'encaisse, c'est un compte actif dans le bilan de l'entreprise, de la coopérative, comme nous sommes dans une coopérative. Donc, qui est facilement, c'est un compte cyclique qui est facilement capable de se transformer en liquidité. On dit que bien que le fait de garder l'encaisse n'est pas recommandé dans la coopérative, car il est utile sauf s'il est investi à l'intérieur ou à l'extérieur de la coopérative en vue de la transformer. Mais le pratique nous enseigne qu'il faut le détenir pour les raisons suivantes. On dit que l'encaisse n'est pas vraiment un compte comme si, je pourrais dire, extraordinaire. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment important ou bien ce n'est pas une impératif d'avoir un compte d'encaisse dans les coopératives. Ce n'est pas vraiment recommandé. Mais cependant, avec tout l'ensemble d'activités qu'il y a au sein des coopératives, on est obligé d'avoir ce compte pour des raisons bien spécifiques. Vous allez voir, pour des motifs de transaction, des motifs de précaution et des motifs de spéculation. Transaction, pourquoi? C'est parce que, par exemple, dans une coopérative d'épargne de crédit, il y a des transactions monétaires. Ok? Au fil du temps, il y a des gens qui non seulement font des dépôts, mais également il y a des gens qui font des retraits. Donc, l'encaisse est là en termes de liquidité pour permettre à ces transactions. Si par exemple vous n'avez pas de liquidité, donc il sera impossible de faire des transactions monétaires. Si la personne vient chercher faire un retrait, donc l'encaisse devrait être disponible pour que la personne puisse bénéficier de son retrait de façon normale. Et pour le motif de précaution, c'est dans le sens que s'il y a un problème quelque part, un appareil qui a un problème, donc on devrait arranger ça. Donc rapidement, la caisse est disponible pour fournir une sorte de liquidité pour rapidement on fait une intervention de façon rapide afin de redresser la situation. Donc c'est le motif de précaution. Et il y a le motif de spéculation. Motif de spéculation, c'est lorsqu'il s'agit de l'opportunité ou du moins le privilège de procurer de bonnes affaires. Par exemple, la coopérative avait un plan de mettre 2 télévisions dans le service d'accueil. Ok, donc on a prévu de mettre 2 téléviseurs pour les gens, les membres qui viennent prendre des services. Mais dans le budget de la coopérative pour le mois, donc il était prévu qu'il y a un modèle de téléviseur qui est estimé à 10 000 gouttes, par exemple. Donc l'entreprise prévoit 10 000 gouttes pour acquisitionner ces 2 téléviseurs de marque très spécifique. Et voilà que de façon simultanée, une personne vient dans la coopérative et dit « Ah, on a prévu d'acheter 2 téléviseurs de telle dimension et de telle qualité. Donc, je vois que dans un dépôt, il y a l'opportunité de procurer de ce téléviseur à un prix estimant à 7 500 000. Donc, le budget était destiné pour 10 000 gouttes, mais il y a occasion de prendre le téléviseur pour 7 500 000. OK?
automatiquement, la caisse est là. Donc, l'argent, la liquidité est présente. Donc, on peut rapidement utiliser le fonds qu'il y a dans la caisse pour approvisionner de ce bien, de cet actif ou du téléviseur. Ça, c'est le motif de spéculation. Donc, vous avez eu la chance de faire une bonne affaire. Ou bien, faire une bonne affaire pour coopérative là, ou bien, un montant de 10 000 pour acheter une télévision, voilà que on a pour 7500 euros. Donc, en caisse, ça déjà dit oui, on est disponible, nous avons fonds en main. Donc, en caisse, ça déjà fourni en liquidité rapide pour nous procurer de téléviseurs. Donc, c'est en ce sens qu'on parle de motif de spéculation. On dit pour le motif, on dit que l'encaisse n'est pas vraiment recommandée dans la coopérative, mais elle est nécessaire pour 3 raisons. Le motif de transaction, donc il y a des transactions qui se font tout au long de la journée, donc on doit rendre l'encaisse disponible, question de procurer et de cette transaction. Transaction de retrait, transaction de et dépôt, tout ça. Dans une entreprise agricole, entreprise artisanale où on vend, on expose des produits, le motif de transaction existe. Par exemple, si une personne veut acheter un produit agricole dans la coopérative et voilà que vous n'avez pas de monnaie à remettre, donc il faut avoir une caisse pour faire non seulement recevoir les liquidités, mais également pour donner des monnaies. Donc, et donner des liquidités. Donc, c'est le motif de transaction. Le motif de précaution, s'il y a un problème, un appareil, un problème, on a besoin des fournitures rapidement, on peut procurer de la caisse pour acheter les fournitures, du moins pour réparer le matériel. Et spéculation, s'il y a une bonne affaire à faire, donc on peut saisir l'opportunité pour réaliser cette activité. Donc, c'est le motif de spéculation. OK? Mais on dit que le montant doit fixer préalablement sur une base mensuelle en tenant compte des recettes et des déboursés en vue d'estimer les surplus et déficits de caisse. En fixant ce montant minimum, on doit tenir compte de plusieurs choses. Ce qui est important, c'est qu'on dit que de façon préalable, avant toute chose, donc le budget de caisse devrait être présent. Donc le budget de caisse va faire des recettes, des déboursés, et pour avoir une sorte de déficit, soit déficit de caisse, du moins surplus de caisse. C'est quoi un surplus de caisse? C'est par exemple si vous avez un budget de caisse, donc un budget que vous avez déposé, par exemple 50 000 gouttes en liquide. Ok, par exemple si vous avez 50 000 gouttes en liquide, au cours de la journée, vous avez eu une recette de 50 000 gouttes. Donc ça égale à 100 000 gouttes. Ok? Ça égale à 100 000 gouttes. Maintenant, vous avez fait un déboursé de 90 000 gouttes. Ok? Donc, vous allez avoir un surplus de caisse. Surplus de caisse de 10 000 gouttes. Ça veut dire que l'ensemble d'argent qui existe en fonction de ceux qui sortent et ceux qui rentrent, donc ça peut équivaut à un déficit ou du moins un déficit ou un surplus de caisse. Le surplus de caisse se réalise si les recettes sont supérieures aux déboursés. Déficit de caisse si les déboursés sont supérieurs aux recettes. Ok, donc on peut parler de surplus de caisse ou du moins déficit de caisse. En fixant ce montant, donc il y a un montant qui est disponible préalablement. Ça dépendamment de la capacité de la coopérative. Par exemple, on voit ça, la fiabilité des prévisions de budget de caisse, taille de la coopérative. Donc, autant de fois que la coopérative, c'est une grande entreprise coopérative. Donc, c'est autant de fois que
le montant destiné à la caisse, donc sera beaucoup plus élevé. Ok? La taille de la coopérative et la capacité d'emprunt. Autant de fois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la coopérative pour faire des emprunts, c'est autant de fois que la caisse, le montant qu'on va déposer dans la caisse sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus exorbitant. Ok, voilà, c'est la taille de la coopérative, la capacité d'emprunt, ce sont les facteurs qui déterminent le montant qu'on va déposer dans la caisse. Ok, donc c'est l'ensemble de facteurs qui déterminent le montant de la caisse. Nous avons dit pour la gestion de la caisse, qui n'est pas vraiment recommandée, mais elle est importante pour le motif de transaction, donc pour faire des transactions, et de précautions pour essayer de faire des corrections en termes de dégâts, ok, en termes de, par exemple, matériel en panne. Donc, on devrait avoir des liquidités pour réparer ça rapidement, spéculation, donc pour essayer de procurer et saisir une opportunité pour faire une bonne affaire. Donc, ça, c'est ensemble des choses qui peuvent exister pour le motif de spéculation, dit que devrait avoir un montant bien fixe, approprié, pour un montant bien déterminé pour déposer dans la caisse. Donc ce montant va être varié en fonction de la viabilité des prévisions du budget de caisse, de la taille de la coopérative et également de la capacité d'emprunt de la coopérative. Okay? C'est un ensemble de facteurs qui déterminent le montant qu'on va accorder dans la coopérative. Ça, c'est la gestion de la caisse. Autre chose, il y a la gestion de stock. La gestion du stock, vous avez, ça peut être stock de marchandises, ça peut être stock de fournitures, ça peut être stock d'autres activités. Il faut prévoir dans le fonds de roulement un montant pour le stock, car on ne peut pas s'approvisionner instantanément. Donc, dans le budget de la coopérative, il faut toujours avoir un montant bien déterminé pour le stock. Donc, voilà, quantité d'argent que je vais émettre pour le stock. Stock de fournitures, stock et produits. Ok? On dit ce montant est déterminé en balançant le coût de stockage, à savoir l'entrepôt. L'entrepôt, c'est le lieu où on stocke les produits, ou du moins les fournitures. L'assurance, donc il y a une sorte d'assurance. Si par exemple, au cours de la route, il y a un problème, donc il y a un vol quelque part, donc il faut payer l'assurance pour les stocks. Le vol, est-ce que là où on va stocker les matériels, il n'y a pas une sorte de décadence en termes de sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas d'endroit où les matériels vont être stockés, il n'y a pas possibilité de vol, donc il faut déterminer un montant pour ça. La détériorisation, est-ce que stock de produits à quel niveau peut gâter? Donc il faut gagner un montant qui est alloué à détériorisation. Le coût de financement, donc il faut toujours un coût de financement pour financer, pour acheter, ou du moins pour procurer de ce stock. Donc non seulement il y a un coût de financement, mais il faut mettre un coût pour entrepôt. Ça devrait avoir un coût pour l'assurance, pour la question de vol, pour la détériorisation, etc. Et puis, contre le coût, ça c'est montant déterminé en balançant le coût de stockage, ça c'est un. Et deuxièmement, contre les coûts reliés à la pénurie, tels que augmentation des frais de commande. Ça peut arriver dans une coopérative, vous avez eu, et généralement, lorsque vous allez procurer d'un bien, donc il se peut que vous achetez les produits à 50 000 goudes. Et voilà que, en arrivant sur le marché, donc le produit est augmenté.
le prix du produit a augmenté, ça passe à 75 000 gouttes. Donc, il faut toujours faire une sorte de fixation du marché pour s'il y a une sorte de variation, surtout à la hausse. Donc, augmentation des frais de commande, arrêt de production, faute de matériel, ça peut arriver, vous êtes arrivé et dans le lieu où vous devrez acheter les produits et voilà que donc il n'y a pas de produit parce que il n'y a pas de matériel dans l'industrie. Perte de vente, donc il y a tellement de pertes à travers l'industrie est obligée de fermer sa porte pour quelque temps. Ok? Donc tout ça implique dans la gestion générale du stock. Ok? On dit il faut prévoir dans le fonds de roulement un montant pour le stock, car on ne peut pas s'approvisionner instantanément. Ce montant est destiné en balançant le coût de stockage, qui est à savoir l'entrepôt. Donc il faut avoir un montant pour l'entrepôt, un montant pour l'assurance, le vol, la détériorisation, le coût de financement et contrôler le coût relié à la pénurie, tel que augmentation des frais de commande, arrêt de production, faute de matériel, perte de vente, etc. C'est un ensemble de facteurs qui peut jouer sur la capacité de stockage, la gestion du stock. Donc, lorsque vous faites la gestion du stock, donc vous devez vous rendre compte de tous ces éléments. Tous ces éléments devraient être prendre en charge. Tous ces éléments doivent être pris en charge. Ok? Entrepôt, assurance, le vol, la détériorisation, le coût de financement contre le coût lié à la pénurie, tel que augmentation des frais de commande, arrêt de production, faute de matériel, perte de vente, etc. Donc ça, c'est la gestion de stock. Il y a les comptes à recevoir et comptes à payer. Donc, il faut faire la gestion des comptes à recevoir et des comptes à payer. Comptes à recevoir et comptes à payer. La gestion des comptes à recevoir, il implique la mise en place d'une politique et d'une procédure d'octroi de crédit. Dans une coopérative, dépendamment de la coopérative, des règlements intérieurs de la coopérative, il faut toujours penser une politique, ou du moins une modalité de crédit, octroi de crédit, comment on va octroyer de crédit à une personne. Donc c'est très très important. Donc à travers une coopérative, on ne peut pas emprunter de l'argent à une personne sans des modalités. Et la modalité qu'on va utiliser pour une personne, pour la personne X, devrait celle utilisée pour la personne Y. C'est une modalité qui ne varie pas en fonction de la capacité d'une personne, en fonction de et, et sa capacité économique, intellectuelle, tout ça. Donc, tout le monde devrait avoir la même possibilité de chance, sauf que il y a question de montant qui peut être varié. Nous allons voir ça. Donc, ce procédure d'octroi de crédit devrait être fixé sur le montant maximal. Donc, il y a un montant maximal. Ça veut dire que au-delà de ce montant, on ne peut pas octroyer un crédit à une personne. Donc, si la personne, on peut dire, bon, on fixe un montant de crédit à 200 000 gouttes. Donc, au-delà de 200 000 gouttes, on ne peut pas prêter une personne de l'argent. Le délai, donc on va vous donner un délai. Est-ce que c'est en 1 an? Vous devez payer les intérêts et le montant maximal. Est-ce que c'est 2 ans, c'est 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ok? Le taux. Donc, vous devez fixer le taux d'intérêt. Est-ce que c'est 2%, 3%, 4%, 5%, 6%?
Donc, vous devez fixer le montant maximal, le délai, le taux, également la procédure de recouvrement. Donc, il faut dire par quel moyen que vous allez recouvrir l'argent, ou du moins le prêt octroyé. Par exemple, dans une coopérative, vous pouvez dire, bon, donc les biens d'une personne peut être un élément important pour les recouvrements. Si la personne ne paie pas, donc on peut entamer procédure judiciaire contre la personne afin que cette personne pourrait donner ce qu'il doit à la coopérative. Et puis ça peut arriver également, bon, il y a certaines coopératives qui utilisent une technique assez intéressante. Lors d'un paquet de temps payé, mon cher, il a cité nom de business toute radio qui existait. Donc, il a cité nom, il a mis tel ou tel débutant. Donc, il a même posté photo certaines fois dans toute babilla coopérative là, il dit que tel monde qui doit pas payer. Donc, ça fait partie des procédures de monde qui a fait réticence pour qui parle payer ça ou bien pour le bail coopératif. Ok, donc il faut, dans la question de compte à recevoir, donc les crédits, il faut non seulement le montant maximal, délai, taux de montant maximal, ça veut dire que vous estimez à quel niveau que vous prêtez de l'argent à une personne, montant maximal, le délai, qui délai qui est, et puis le taux, et la procédure de recouvrement, il faut dire quelle procédure qui va utiliser comme recouvrement pour nous. Ok, donc c'est ensemble de valeurs qui existent dans la question de compte à recevoir. Ainsi, la coopérative est exposée à un coût, celui des mauvaises finances. Donc, lorsque vous identifiez, vous octroyez des prêts à une tierce personne, il faut également préparer un compte qui c'est le compte de mauvaises créances. Lorsqu'on dit mauvaises créances, ce sont les gens qui ne veulent pas rembourser, qui ne veulent pas vraiment rembourser une dette. Donc, mon nom me fait sauve la veille, mon nom pas payé dette là. Donc, ça veut dire que l'argent, ça va rentrer, c'est ça fait supposer qu'il y a un compte de qui relève mauvaises créances. Donc, les personnes qui ne veulent pas répondre à leurs exigences de dette. Par le payer dette que rien, donc ou bien un compte qui relève mauvaises créances. Ok, contre ça, ou bien un coût, ou bien un montant que vous estimez, que vous mettez dans le compte ça pour permettre que, et lorsque la comptabilité va juger dans ces activités, où ça va empêcher les coopératives à fonctionner. Ok, donc c'est pour ça on parlait de compte de et mauvaise créance, monde qui refusait payer dette que vous gagnez. Ok, et puis il y a ça relais, on dit que le compte à recevoir, il implique la mise en place d'une politique d'imposition de crédit en fixant le montant maximal, le délai. Le montant maximal, c'est à quel niveau vous estimez que tel montant doit être arrivé, le délai, qui est le délai qui vient, le taux, la procédure de recouvrement, comment on peut recouvrir et l'argent. Ainsi, la coopérative est exposée à un coût. Ce coût s'appelle mauvaise créance. Monde qui refusait payer dette. Okay? Et enfin, nous avons dans la gestion des financières, nous avons la gestion des comptes à payer. On dit normalement la coopérative consent et profite des crédits gratuits. Lorsqu'on parle de crédit gratuit, c'est un crédit qui n'a pas d'intérêt. Ça veut dire que si on a 11 ans, on a besoin de 10 000 $, on a plutôt 10 000 $, mon cher. Donc, on est que, on gagne pour 10 000 $, et peu importe le wal baléa, donc on va 10 000 $, pas d'intérêt que vous payer. Donc, c'est une sorte de crédit gratuit. Ok, mais généralement, les coopératives sont bénéficiaires
sont bénéficiaires de crédits, mais des crédits gratuits. Ceci la permet de retarder ses déboursés. Donc, ça permet que mon an retarder déboursés. Donc, mon n'a pas un intérêt que la payer. Le coopérative a pas un intérêt vraiment que la baille sous un prêt que lui. Donc, ça, c'est un avantage que la coopérative a gagné qui permet que vous pas besoin de faire un prêt dans n'importe quelle institution financière parce que vous êtes supposé avoir un prêt qui non est capitalisé. Donc, qui pas gagné un intérêt qui c'est un crédit totalement gratuit. Donc, ça, c'est un privilège, du moins, c'est une capacité que la coopérative a gagné pour fonctionner. Ok? Donc, ça, c'est la gestion des comptes à payer. Par exemple, si dans le cas d'une coopérative haïtienne, si Caisse Populaire a un problème quelconque, donc il peut entrer dans l'institution financière et puis dire, bon voilà, on a besoin de crédit. On a besoin de crédit, un crédit de 500 000 gouttes. Donc, normalement, tu dois bénéficier d'un crédit sans capitalisation. Donc, un crédit totalement gratuit. On va supposer comme si fait payer un intérêt qui est exorbitant, un intérêt même, parce que normalement la coopérative consent et profite des crédits gratuits, ok, et qui est différent des entreprises. Peu importe une entreprise qui va en quelque sorte demander un prêt, soit à la banque, soit dans une institution financière, ok, donc l'entreprise devrait avoir un crédit capitalisé. Donc, on va vous donner un intérêt, on va vous donner un taux d'intérêt pour le remboursement. Donc, c'est un crédit qui va être capitalisé. Il est obligatoire et impératif que cette coopérative, l'intérêt soit capitalisé. Ok? Maintenant, l'évaluation, donc vous aurez, avant même de démarrer ce chapitre, nous allons en quelque sorte voir, ok, nous allons faire une sorte de révision de ce chapitre qui est si important, qui est l'organisation financière d'une coopérative. C'est un chapitre très important. Donc, nous allons essayer de faire une révision à travers ce chapitre. Ok, nous allons faire une sorte de révision par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu l'organisation financière d'une coopérative. Donc, tout d'abord, nous avons parlé des angles de transmission des résultats de la coopérative. Donc, à travers les résultats, lorsqu'on parle de résultats d'exploitation, et vous savez qu'il y a une sorte de état financier, il y a état des résultats, état de l'avoir, le bilan, tout ça. Donc, à travers les angles de transmission des résultats, on dit que la coopérative a besoin juste d'une mesure de rentabilité d'usage. Donc, la coopérative n'est pas obligée de faire une rentabilité exorbitante, mais
une rentabilité lui permettant de garder la base de son fonctionnement. Et puis, il dit que les valeurs utilisées en comptabilité ne sont pas obligées d'être établies au marché. Donc, par rapport aux entreprises, on n'est pas obligé d'avoir des résultats qui appropriés au niveau de maximisation de profit et des entreprises différemment des coopératives. Les coopératives ne sont pas obligées d'arriver à ce niveau. Et puis, le capital social, on dit que le capital social, c'est l'ensemble de parts sociales qui existent à travers la coopérative. On dit que chaque membre devrait souscrire du capital à travers sa part sociale et le détenteur en question de la part sociale, peu importe la quantité de part sociale que la personne a, ça ne lui donne pas vraiment le droit, le pouvoir. Donc, la personne n'a pas plus de pouvoir que les autres. Donc, si une personne a 3, 4, 5 parts sociales, donc cette personne n'a pas de pouvoir qui est supérieur aux autres. Donc, la part sociale permet à son détenteur de percevoir non seulement des ristournes, mais cette personne peut participer dans les rencontres des assemblées nationales et générales, et cette personne peut voter, peut participer dans la prise des décisions au sein de la coopérative à travers sa part sociale. Il y a une sorte d'analyse juridiquement parlant des différences sur la transférabilité de la part sociale ou de l'action. On dit l'action et la part sociale peut être transférée selon les dispositions du règlement, les normes, soit de l'entreprise, soit de la coopérative. La part sociale n'est généralement transférable, donc c'est pas vraiment, la coopérative n'a pas vraiment le droit de transférer la part sociale. De même que la coopérative préfère rembourser la part sociale au lieu de la transférer. Donc, au lieu que la coopérative la transférer par sociale, il préférerait remettre maintenant montant qui est estimé à part sociale. Donc, si part sociale là, c'est 500 gouttes, donc la coopérative va préférer remettre maintenant 500 gouttes là, au lieu que il choisit transférer à un autre nom. Désignation du détenteur nous dit elle a été mise à une personne destinée, donc elle ne pourra donc jamais être au porteur, c'est-à-dire à un inconnu, donc jamais. Donc, part sociale là, par exemple, un titre qui est en circulation, donc la part sociale est bien déterminée, est bien destinée à une personne déterminée et une personne bien identifiée. On parlait de rachat et le remboursement de l'action, du moins part sociale. La part sociale est remboursable sur la demande du membre. Donc, si une personne demande sa part sociale, donc ne veut plus faire partie de la coopérative, donc cette personne peut donner et peut demander à la coopérative de lui donner sa part sociale, qui est différent de l'entreprise. L'actionnaire n'a pas le droit d'obliger l'entreprise de lui remettre le montant estimé à la valeur de son action. Ok? On dit la part sociale peut être rachetée, ne peut être rachetée sur la décision de la coopérative. Une coopérative ne peut pas acheter et racheter la part sociale d'une personne ou transférer la part sociale d'une personne en aucun cas. Pour l'action, l'action n'est pas remboursable sur la demande de l'actionnaire. Comme je viens de le dire, la part sociale est remboursable sur la demande du membre, mais l'action n'est pas remboursable sur la demande de l'actionnaire. Donc, l'actionnaire ne peut pas demander de lui donner le montant estimé à la valeur de son action. L'action peut être rachetée par la compagnie différemment de la coopérative. L'action peut être rachetée par la compagnie, mais la coopérative ne peut pas racheter la part sociale d'une personne. Dans une coopérative, en cas de décès ou de démission du membre, il a droit au remboursement de sa part sociale. Donc, si la personne décide de laisser la coopérative, cette personne peut demander aux membres, aux gens de lui donner sa part sociale, ou du moins ses parts sociales. On parle de trop perçu, c'est la valeur estimée de trop, ou du moins c'est une sorte de bénéfice réalisé par la coopérative. Donc on appelle ça, on n'appelle pas ça bénéfice en coopérative, on parle de trop perçu.
On parle de ristourne. Ristourne, c'est une valeur redistribuée. C'est la partie du trop perçu qui est redistribuée aux gens. Donc, on parle de crédit qui a deux axes. Il y a le fonds mis à la disposition des membres, qui est le crédit par décaissement. Et il y a l'engagement en cas de défaillance. Ça veut dire que le document officiel qui décrit le crédit et la modalité du crédit, donc la personne s'engage à respecter les modalités du crédit. Ça, c'est une sorte de crédit par signature. La personne a signé le document disant que j'accepte la modalité de X montant de crédit et prêté, donc pour un taux d'intérêt de 30% et également pour une durée de tel montant. On parle de crédit bail. Crédit bail, c'est une sorte de location. Une entreprise ou une institution financière peut acquisitionner un matériel. Donc, cette institution décide de louer ce matériel à une coopérative. OK. Donc, dans le cas où la coopérative peut en retour acheter ce matériel, on dit que ce n'est pas vraiment, le crédit bail n'est pas une simple location. Ça veut dire que s'il y a une option d'achat, donc le crédit bail n'est pas une simple location. OK? Si par exemple la coopérative n'est pas obligée d'acheter le matériel, on dit que ce n'est pas une location-vente. Plus-value, c'est quoi un plus-value? C'est un gain résultant de la différence entre le prix de vente ou de gestion de titre et son prix d'achat. Petit. Son prix d'achat. Donc, oui. On parle de l'objectif de la gestion financière. D'abord, c'est la maximisation à long terme du surplus monétaire. Donc, autant de fois que le surplus monétaire est élevé, c'est autant de fois qu'on peut travailler dans l'amélioration des conditions socio-économiques des membres en les octroyant une sorte de redistribution. C'est ce qu'on appelle le ristourne. On peut partager la ristourne aux différents membres. OK? Donc, autant de fois que les surplus monétaires sont extraordinaires, c'est autant de fois que les ristournes seront beaucoup plus importantes, beaucoup plus élevées et pour pouvoir partager équitablement aux membres de la coopérative. On parle de la gestion du fonds de roulement. Le fonds de roulement, on dit que c'est la différence entre les comptes actifs à court terme par les comptes passifs à court terme. Donc, FDR, c'est encaisse plus compte à recevoir plus stock, moins les comptes à payer. Il y a également la gestion de l'encaisse. On dit que l'encaisse n'est pas vraiment un facteur recommandé dans la gestion des coopératives. Mais cependant, l'encaisse peut être faite par plusieurs sortes pour des motifs bien déterminés. Par exemple, il y a le motif de transaction. Le motif de transaction, ça veut dire que la coopérative peut utiliser l'encaisse pour faire des transactions, dépôt, retrait, donc ensemble de transactions qui existent dans les coopératives. Par motif de précaution, ça veut dire que la coopérative, en cas d'un problème, on peut gérer ça avec une sorte de liquidité qui existe à travers l'encaisse. Et puis spéculation, donc la coopérative peut bénéficier d'un bon affaire très rapidement. On peut procurer de ce bien, dégageons, procurer de ce bien avant même d'exécuter son budget en plein. OK? Donc, on doit fixer un montant bien déterminé pour l'encaisse. Donc, ce montant va dépend de la fiabilité des prévisions du budget, taille de la coopérative, tout autant la coopérative est grande et autant de fois que le montant qu'on va
déposé dans la caisse sera beaucoup plus élevé. Ok, la capacité d'emprunt, donc s'il y a beaucoup d'emprunts au long d'une journée, donc il y a beaucoup d'emprunts, c'est autant de fois que on va déposer une somme beaucoup plus importante dans la caisse de la coopérative. Ok, ce sont les facteurs qui peuvent être variés, qui peuvent faire varier le montant minimum qu'on devrait déposer dans une caisse, du moins dans la caisse de la coopérative. Il y a la gestion du stock. La gestion du stock, le stock, c'est une sorte de quantité de produits, du moins de fourniture. Lorsqu'on parle de produits, on peut parler de stock de matières premières, on peut parler de stock de produits en cours, on parle de stock de produits finis, donc produits qui va être vendu. Et puis, il y a également des stocks de fourniture. Ok? On devrait donner un montant déterminé pour la gestion du stock, mais ce montant devrait être lié non seulement au stockage, à savoir l'entrepôt. Okay? On devrait avoir un montant pour l'entreposage, l'assurance. On devrait avoir également un montant pour s'il y a un cas de vol, okay? Un montant pour la détériorisation, s'il y a une sorte de détériorisation des produits. Par exemple, si les produits commencent à gâter, donc il faut gagner une somme qui est dédiée à la détériorisation et également le coût de financement. Donc, il faut que le coût de financement soit en fonction des produits qu'on veut procurer. Et puis, quand le coût est lié à la pénurie, tel que augmentation des frais de commande, s'il y a une augmentation des frais de commande, automatiquement, il va y avoir des coûts beaucoup plus élevés. S'il y a une sorte d'arrêt de production faute de matériel, donc il va y avoir une sorte de rareté du produit. Et puis, il y a ce qu'on appelle la perte de vente. S'il y a de perte, donc autant de fois qu'il y a perte, donc on va vraiment produire peu, ok, de façon à ne pas perdre davantage de produits sur le marché. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui constituent la gestion de stock. Et il y a la gestion de compte à recevoir, compte à payer. Pour la question de compte à recevoir, il y a gestion des comptes. Il implique la mise en place d'une politique et d'une procédure d'octroi de crédit en fixant. Donc, il faut déterminer modalité d'octroi de crédit, donc en fixant le montant maximal. Ça veut dire que le montant maximum qu'on va déposer pour les crédits. Le délai, donc est-ce qu'on va donner des prêts pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans. Donc il faut fixer également le taux d'intérêt. Donc est-ce que le taux d'intérêt c'est à 2%, 3%, 4%, 5% et même 6%. Et la procédure de recouvrement, comment on va procéder au recouvrement. Donc est-ce qu'on va faire des campagnes d'intoxication, donc de citer les noms des personnes en cas où ces gens ne veulent pas vraiment répondre à leurs exigences de dette. Ainsi, la coopérative est exposée à un coût, celui des mauvaises créances. Donc, il y a des gens qui, généralement, ne veulent pas répondre aux exigences de dette. Donc, on n'a pas de payer dette. Donc, on est obligé d'utiliser des stratégies pour permettre que mon obligé de payer dette qu'il gagne. Mais si en cas ça ne se marche pas, donc on est obligé de constituer un compte. Un compte, ce compte s'appellera mauvaise créance. Et enfin, il y a la gestion des comptes à payer. La gestion des comptes à payer, on dit que la coopérative généralement consent et profite des crédits gratuits. Lorsqu'on parle de crédit gratuit, ça veut dire que les crédits qui ne sont pas vraiment capitalisés. Donc, des crédits côté qui ne pas vraiment gagnent des intérêts. Ceci permet de retarder des déboursés. Ça permet que mon retarder ensemble de déboursés qui gagnent. Ok?
coopérative va consentir et profiter des crédits que vous baillez de façon gratuite. Et ça permet que vraiment vous délucider l'établir. En gros, c'est la présentation de la gestion financière de la coopérative. Prochaine séance, nous allons voir comment démarrer une coopérative. Donc, nous allons voir les 10 étapes dans le démarrage d'une coopérative. Et on va voir également le contrôle dans l'entreprise coopérative et de suite ensuite. Voilà. Voilà. Ok, donc on va voir comment démarrer une coopérative. Donc déjà, je vous remercie d'avoir l'écoute et d'avoir participé, peu importe le moment où vous allez regarder cette séance. Donc j'espère que vous avez compris et vous avez posé des questions, des suggestions à travers les liens que j'ai partagés avec vous hier. Je vous disais que vous pouvez me contacter en outre du Moodle. Vous pouvez me contacter à travers mon numéro de téléphone plus 509 780 37 96 29 14. Et puis, vous pouvez me contacter sur mail Stevenson 791 à commercial gmail.com et maestro-steven 41 à commercial yahoo.com. Donc, deux emails, vous pouvez me contacter en cas il y a une sorte d'incompréhension, vous avez des questions et vous avez un problème particulier avec les évaluations, tout ça. Ok, d'accord, merci, bye bye. Okay.